Donc voilà, nous sommes très contents et nous remercions Catherine Larère d'avoir accepté de faire cette conférence de clôture pour ce colloque sur l'hypothèse symbiotique. Donc on a sollicité Catherine Larère, c'est souvent que d'ailleurs le laboratoire Gerfo souhaite le faire, parce que évidemment tout le travail, bon, Catherine Larère est philosophe, professeure émérite à Paris 1, Panthéon-Sorbonne. On connaît ses travaux, tout ce qui touche la philosophie morale et politique. Et il est certain, quand on regarde les travaux des étudiants, dans les thèses, dans les mémoires, que tout le travail qui a été fait sur la question du rapport à la nature, penser et agir avec la nature, c'est une base qui est fondamentale. Donc il y a tout le travail sur les perspectives environnementales, mais aussi plus, plus dernièrement, on pourrait dire, tout le travail autour finalement de l'éthique du care et finalement de la diversité, autour de mise en perspective de l'écoféminisme qui se rattache aussi à cette question du rapport à la nature. Donc merci beaucoup Catherine et bien sûr on te laisse tout de suite la parole. Merci beaucoup, Chris. Et rebonsoir à tous et merci à tous ceux qui sont restés aussi tard. Et donc, je remercie Chris, le Gerfo, toutes les puissances organisatrices. Ça va le son là? Toutes les puissances organisatrices de ce colloque que j'ai eu beaucoup de plaisir à suivre depuis le début et je suis très honorée et très contente de terminer, mais vous savez, on ne conclut que pour ouvrir, donc il ne s'agit pas de clore. Hein. Je voudrais simplement, sur le très, très gentil hommage que Chris vient de faire à mes travaux, associer le nom de mon mari, Raphaël Larère, qui est mort en début d'année et à qui je rends tout particulièrement hommage. C'est une raison de plus de dire que tout ce que j'ai fait sans lui, j'y serais pas arrivé. Hein. Il était agro, il avait travaillé sur les forêts, et donc pour ce qui est de parler d'écologie, et on a toujours dit tous les deux qu'on voulait pas être des philosophes ignorants. Et ben, si je n'étais pas complètement ignorante, c'est beaucoup à lui que je le devais, je lui rends hommage. Donc, quand Frédéric Worms a fait la conférence d'ouverture, bon, il essayait de vous accompagner dans le travail qui allait venir et donc d'éclairer ce qu'il pouvait y avoir derrière l'annonce de l'hypothèse soviétique. C'est la fin de la journée, je suis désolée. Euh, symbiotique. Il m'a semblé aussi qu'il lançait un double avertissement, hein, un avertissement sous deux formes. La première, c'était attention, dans symbiose, on voit beaucoup l'harmonie, l'entente. Attention, il y a toujours du conflit qui rôde quelque part, hein, à l'extérieur et à l'intérieur de la symbiose. Et puis aussi de lancer l'avertissement sur attention, hein, les usages métaphoriques sont facilement des pièges. Hein. Quand on sort un mot du domaine dans lequel et pour lequel il a été élaboré, ben on risque, allez, allons-y, alors est-ce que c'est de la contrebande ou du parasitage, mais d'être envahi de sens dont on ne voulait pas. Ben, c'est pas du tout à moi, hein, je suis, comme disait Chris, prof émérite, ce qui veut dire que je suis à la retraite, donc c'est pas à moi de savoir si vous avez tiré parti de ces avertissements. Il me semble que oui. Hein. Il me semble que sur les deux, le rapport au conflit, bon, j'y reviendrai, hein, le rapport au conflit et la métaphore, bah, vous en étiez parfaitement conscient, ce qui est pas du tout étonnant. Donc, ce que je voudrais, donc, c'est, ben moi aussi, je prends dans trois temps. Hein, quand on a été formé à la philosophie, on est toujours dans un plan en trois parties, on n'y peut rien.
c'est comme ça. Bon. Donc, comme Frédéric, je ferai un plan en 3 parties. Donc, d'abord, je voudrais justifier mon titre. Hein. Donc, dans un premier temps, qu'est-ce que ça veut dire quand je dis on passe de l'arrachement aux attachements et pourquoi, deuxième temps, c'est analogue à passer de la production à l'habitation en ce qui concerne l'architecture. Et je viendrai donc dans un troisième temps à la symbiose, à l'hypothèse symbiotique qui a été l'objet de ce colloque. Alors, le titre, hein, je l'ai à peu près pris à un article de Bruno Latour. Bon, c'est pas la peine que je vous le présente, je pense. Un article ancien, puisqu'il date du numéro 5, hiver 1993, de la revue qui s'appelait alors Écologie politique, qui est devenue un petit peu après Écologie et politique, et qui était intitulé Arrachement ou attachement. Et l'ensemble de ce numéro d'écologie politique du tout début de l'année 93 était consacré à une réponse au livre de Luc Ferry, Le Nouvel Ordre écologique, qui était paru en septembre à la rentrée 92 et qui était une attaque virulente et tous azimuts contre aussi bien l'éthique environnementale telle qu'elle avait pu se développer dans les pays anglophones et en particulier aux États-Unis, mais aussi le philosophe norvégien Arne Næss, inventeur de l'expression d'écologie profonde, mais aussi Hans Jonas et le principe responsabilité, mais aussi Michel Serres, dont vous a parlé Frédéric dans la conférence d'ouverture et qui avait publié en 1990 le contrat naturel. Bon, en fait, Bruno Latour s'est jamais beaucoup intéressé à l'éthique environnementale, il était plutôt hostile. Jonas, c'était pas vraiment sa philosophie, donc c'était son intervention, c'était vraiment plutôt une défense de Michel Serres, et c'est à l'éthique de l'arrachement que défendait Luc Ferry à partir d'une référence à la morale d'Emmanuel Kant, hein, à l'idée que la moralité va au-delà ou même contre nature, hein, que c'est se détacher de la nature que se développer moralement, en liberté. Il défendait une position d'attachement. Alors, si j'ai retenu ce titre, c'est pour 2 raisons. D'une part, parce que je vais essayer de vous montrer qu'il est prémonitoire. 93, c'est relativement tôt. Si on regarde un peu les dates de développement de la pensée écologique, bon, les premières parutions, c'est les années 60-70. Se met en place toute une réflexion. Et 90, le mouvement écologique existe, mais c'est quand même encore les débuts. C'est pas parce que c'est à ce moment-là, moi, que je commence à m'intéresser à la chose que j'y mets une origine. C'est encore assez peu répandu. Et c'est là que je trouve très très fort de la part de Bruno Latour d'avoir ainsi anticipé quelque chose, je vais essayer de le montrer, qui était un véritable renversement de perspective. Et si je vais rappeler d'où on vient, c'est-à-dire d'une culture de l'arrachement, c'est parce que j'ai été frappé dans ces 2 jours de colloque de finalement de la grande assurance et de la grande confiance que vous aviez en tant qu'architecte, élève architecte, travaillant autour de l'architecture, d'être rentré dans une nouvelle époque, cette époque que vous qualifiez de symbiose, et l'exposition qui est à côté, là, les quelques phrases qui résument l'intention de ces jeunes architectes primés, ça rentre tout à fait là-dedans, dans cette idée que, j'y reviendrai, mais qu'il faut situer le bâti et le bâtir dans un contexte qui est à la fois environnemental et social. Bon. Pourquoi on peut parler d'attachement à ce propos, c'est ce qu'on va voir, mais
ce que je voulais dire, c'était, oui, et je vais essayer de le montrer, il y a un renversement spectaculaire de perspective entre 1992 et un peu plus de 30 ans, hein, bientôt pas loin de 40 ans après, mais c'est un renversement dans la façon de voir. Les pratiques anciennes, elles se continuent, et c'est pour pas l'oublier que je rappelle un peu d'où on vient, et à la fois on est très, il y a de quoi se conforter, vous avez raison, mais il y a aussi de quoi rester vigilant. Alors, je m'explique. Quand Latour définit la position de Ferry comme une position, une valorisation de l'arrachement humain, c'est ça que Ferry appelle l'humanisme, hein, l'arrachement humain à la nature, ça doit s'entendre à deux niveaux. Bon, le premier, c'est ce que je viens de dire, c'est le niveau moral, hein, c'est l'idée que pour parvenir à la moralité ne peut pas se déduire de la nature d'aucune façon. Hein. Elle est une affirmation autonome d'auto-législation, et on ne la trouvera pas dans la nature. C'est le premier sens de l'arrachement. Le deuxième sens est beaucoup plus matériel, et toujours en revenir à Luc Ferry. Bon, Luc Ferry, auteur du nouvel, il n'est pas encore ministre de l'Éducation nationale, à ce moment-là, il deviendra plus tard, est aussi, en 1992, un des rédacteurs du manifeste de Heidelberg, ce manifeste de scientifiques signé par de nombreux prix Nobel, et qui, je cite, ces 425 signataires de ce manifeste, dont je vous dis Luc Ferry était un des rédacteurs principaux, hein, s'inquiétaient, je cite, d'assister à l'aube du XXIe siècle à l'émergence d'une idéologie irrationnelle qui s'oppose au progrès scientifique et industriel et nuit au développement économique et social. Hein, ce manifeste de Heidelberg était élaboré contre la réunion du sommet de la Terre à Rio en 1992, qui était donc qualifiée, hein, d'idéologie irrationnelle. Et je continue à citer, les signataires du manifeste mettaient en garde, je cite, contre toute décision qui s'appuierait sur des arguments pseudo-scientifiques ou sur des données fausses ou inappropriées, affirmant que, je continue à citer, l'humanité a toujours progressé en mettant la nature à son service et non l'inverse. Il concluait, je cite toujours, que les plus grands maux qui menacent notre planète sont l'ignorance et l'oppression, et non la science, la technologie, l'industrie. Vous trouvez là l'ensemble des représentations, hein, qui animaient, qui étaient le discours sans arrêt répété, hein, progrès technique et de l'arrachement, hein, progrès technique et industriel par domination de la nature, par maîtrise de la nature. Hein. Le philosophe Francis Bacon disait que l'empire sur la nature est le plus beau de tous les empires. Le développement économique, bon, le mot de croissance n'intervient pas dans ce texte, mais il y est. Hein. Donc tout ce qu'il y a derrière aussi, c'est le productivisme. Donc en gros, tout ce qu'on a appelé la modernité ou la modernisation. Et c'est ça l'arrachement, hein, c'est grâce au progrès et à la liberté humaine, ouvrir une voie hors de sortir de la nature, de la dominer et d'être dans l'abondance, dans le bien-être, dans tout. En face, qu'est-ce qu'il y avait en 92 quand Latour écrit? Ce qui l'intéresse, c'est le livre de Michel Serres, hein, c'est le contrat naturel. Il vient de publier en 92 hein, de longs entretiens sous le titre Éclaircissement, qui est un très beau titre, de longs entretiens avec Michel Serres, dont la dernière partie aborde d'ailleurs le contenu du contrat naturel. Et ce qui est intéressant, bon, je l'ai relu pour préparer cette conférence, c'est que Latour donne une interprétation du livre de Michel Serres qui n'est pas du tout. Il y a plusieurs je ne suis pas en train de dire un a raison, l'autre tort, hein, mais il y a plusieurs c'est un livre qui part un peu dans tous les sens, le contrat naturel, et il en retient une. Et qu'est-ce qu'il retient? Vous voyez le contexte dans lequel on est, d'accuser
toute pensée, disons écologique, pour aller vite, d'être irrationnelle et anti-science. Et il répond avec une lecture de Michel Serres, je vous dis, ils se connaissent très bien, hein, avec une lecture de Michel Serres, qui était d'ailleurs à l'époque la mienne, qui est en fait ce que Serres montre dans son livre, c'est que ce contrat naturel, où est-ce qu'il se réalise? Eh bien, au niveau scientifique. Hein. Serres écrit dans le contrat naturel, je cite, « La Terre nous parle en termes de force, de lien et d'interaction. Cela suffit à faire un contrat. » Hein. Donc, ce que retient d'une lecture, je vous dis, qui est tout à fait appropriée, il y en a d'autres possibles, mais celle-là est tout à fait appropriée. Ce qui retient du contrat naturel, c'est il y a un modèle dans la façon dont le travail scientifique, à la fois forme une collectivité humaine, hein, ce n'est pas un savant, c'est des scientifiques, c'est une collectivité scientifique, et sait faire intervenir l'objet en personne, hein, ce qu'on appelle souvent l'objectivité, c'est une façon de faire intervenir les objets en personne, ils ne sont pas simplement les marionnettes manipulées, hein, ils interviennent eux-mêmes. Donc, vous voyez que c'est encore peu de choses. Hein. La nature nous parle de liens, etc., en termes de force, de liens et d'interaction. C'est des formes d'attachement. Mais c'est une interprétation encore finalement limitée de cette question d'attachement. Donc, quand Bruno Latour, dans l'article « Arrachement ou attachement », parle, je cite, du beau conflit entre la culture de l'arrachement et la culture de l'attachement, au moment où il écrit ça, on est dans la culture de l'arrachement. Hein. C'est-à-dire que non seulement il y a des pratiques qui sont des pratiques d'extraction, de domination, de destruction, de plus c'est loin de la nature, mieux c'est, mais il y a aussi un ensemble de représentations, bon, ce qu'on appelle une culture, qui valorise ça, je vous dis, avec des noms de progrès, de croissance, de bien-être, etc., etc. Or, si vous regardez aujourd'hui, et si vous regardez avec ce que vous avez entendu depuis 2 jours, vous voyez à quel point on a changé de perspective. Hein, et à quel point, pendant ces 30 ans, hein, bientôt 35 et 40, on commence à voir les choses totalement différemment. Et pour dire à quel point l'idée d'attachement s'est répandue et a pris de la résonance et de l'importance, beaucoup plus qu'elle en avait au moment où, en 92, quand Latour écrit son article. Je citerai un autre article de Bruno Latour, publié dans la revue en ligne AOC, le 29 mars 2020, c'est-à-dire après à peine un mois de confinement. Hein. Vous savez, là, c'est le moment où on était un certain nombre à se dire, bon, après on fera autrement. Hein. Quand on sera sorti du confinement, on ne reviendra pas aux erreurs d'avant. Et donc, il écrivait un article qui s'appelait « Imaginez les gestes barrières contre le retour à la production d'avant-crise ». Et tirait les leçons de cet épisode de Covid, c'était le début encore, hein, mars 2020, en disant on avait effectivement, dans cet épisode de Covid, mesuré les forces de notre lien au monde, à la fois à travers un virus, hein, le SARS-CoV-2, qui avait parcouru la Terre dans les avions, hein, à la vitesse des transports aériens, et qui avait montré finalement les liens qu'unissait la Terre. Alors, ce n'est pas forcément les liens qu'on voulait avoir, mais ils existaient. Et donc, il voyait aussi la leçon de la capacité, cet arrachement qui, je vous dis, quand il écrit son article en 92, va de soi. Eh bien, il dit, regardez, on peut le mettre en pause, hein, on peut arrêter de produire, on peut suspendre, hein, notre activité constante d'arrachement. Je cite, « Cette pause soudaine dans le système de production globalisé, il n'y a pas que les écologistes pour y voir une occasion formidable d'avancer leur programme d'atterrissage. Hein. » Bruno Latour venait de publier, 2 ans avant, un livre qui s'appelait « Où atterrir ?» Et
atterrir, c'est justement retrouver tout ce qui nous lie au monde. Et dans cet article d'AOC, Imaginer les gestes barrières, etc., qui a eu beaucoup de succès, enfin bon, plus de succès que d'autres articles d'AOC, disons. Je veux dire, c'est pas des grands tirages ou des grandes lectures, mais quand même, ce à quoi il invitait les lecteurs de l'article, c'est à faire une sorte d'inventaire de tout ce qui nous attache à notre Terre et de tous les attachements. Quels sont les attachements dont nous voulons nous débarrasser ? Le SARS-CoV-2. Mais quels sont les attachements que nous voulons maintenir? Enquêtons autour de nous et dire, voilà, ces pratiques, je voudrais qu'elles continuent, ou peut-être je voudrais qu'elles recommencent. Donc, vous voyez à quel point, vous voyez cette bascule, cette capacité qu'on a 30 ans après l'article un peu moins même, après l'article d'écologie politique, de voir notre rapport au monde, non plus comme un rapport d'arrachement, mais comme un rapport d'attachement. Ceci dit, comme je vous disais, il y a une bascule dans les représentations et qui a pour correspondant le fait que la croissance, on n'y croit plus. D'abord, il n'y en a plus vraiment. Et puis, elle n'apporte pas vraiment le bien-être. Et puis, derrière ce qu'on disait de progrès, etc., on voit les sols détruits, je ne vais pas vous ressortir tout, tout ce qui accompagne et le changement climatique et l'érosion ou l'extinction de la biodiversité, mais derrière les mots, on voit d'autres choses. Mais je répète, ces pratiques se continuent. Et d'une certaine façon, Trump ne nous rend pas service parce que c'est tellement caricatural, drill, 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 forêt, forêt, on se dit, il est ridicule. Non, mais ça continue. Le patron de Total qui dit à Jean Jouzel, moi je ne touche pas à mes projets de forage, qui sont subventionnés d'ailleurs par les banques et par la France. Moi, j'ai rapport avec le réel, dit le PDG de Total. Donc, on a un basculement de culture. Franchement, je crois, et vous en avez donné, me semble-t-il, la preuve ces 2 derniers jours, mais les pratiques continuent, et c'est pourquoi il faut être attentif. Il ne faut pas se dire « Oh, ça y est, on est sorti de la modernité ou de la modernisation, on est ailleurs ». On y va. C'est important, les représentations. Chris a assez parlé de la dimension mentale, et ça en fait partie. Mais il y a aussi les 2 autres, et les 2 autres sont celle qui est environnementale et celle qui est sociale. Les pratiques de l'arrachement continuent, et donc il faut être attentif. Bon, simplement, si vous voulez, le grand récit du progrès s'est écroulé. On croit plus, on sait, et je parlais de Trump, puis j'en parlerai plus, mais l'espèce de cynisme qu'il a, parce qu'il n'est pas sceptique. En tant que philosophe, moi je défendrais le scepticisme, qui est une école philosophique tout à fait respectable. Il est cynique. Le cynisme est aussi une école philosophique tout à fait respectable. Non, peu importe. Non, mais je veux dire, je crois que le terme anglais de denial, pour dire, il nie l'évidence. Pourquoi ? C'est une façon de dire, les gens comme moi, ils s'en tireront toujours. Moi, je m'en moque. C'est bon pour les autres. Bon, ou quand Elon Musk dit on va partir ailleurs, il n'y aura pas 8 ou 9 milliards de terriens qui vont prendre des je sais pas quoi, des fusées pour aller ailleurs. La réalité, c'est que l'atmosphère autour de nous, c'est en train de devenir un dépotoir de satellites en fin de course. C'est ça la réalité des gens comme Elon Musk. Donc, attachement, passer de l'arrachement aux attachements, je vous dis, c'est un bascule dans les représentations que j'explore, que j'essaie d'explorer avec vous, mais qui ne doit pas nous faire oublier qu'une culture, ce n'est pas simplement des représentations, des idées, c'est un certain nombre de pratiques, et que c'est les pratiques. Si on voit
et si vous avez essayé de montrer comment se développent les pratiques de l'attachement, celle de l'arrachement se continue aussi, et il faut être vigilant. Alors je dirais simplement qu'en prenant en prenant le titre de l'article de Bruno Latour, j'ai mis attachement au pluriel, parce que moi j'aime bien le pluriel en général, et que je dirais ce sont des attachements, pour dire à quel point c'est une façon de décrire notre rapport au monde. Je citerai un anthropologue comme Charles Stepanov, qui a publié, vous savez, celui qui a travaillé sur la chasse, de Charles Stepanov, donc, qui a publié l'année dernière un livre qui s'appelle Attachement au pluriel, et qui est au-delà, il s'appelle Au-delà de l'humain. Donc pour montrer, on est dans le domaine avec les attachements, on est dans le domaine qui a été le domaine de ce colloque, de ce qui a été appelé l'hypothèse symbiotique, donc de la double liaison à la diversité des humains et au collectif humain et disons aux autres qu'humains, plutôt que de prendre le neutre du non-humain, et donc cette double référence qui caractérise l'hypothèse symbiotique telle que vous l'avez présentée et que j'ai essayé de replacer dans le contexte du passage d'une culture de l'arrachement à une culture des attachements. Alors pourquoi, c'était la deuxième partie de mon titre, pourquoi est-ce que c'est passé de la production à l'habitation? Alors, je reprends l'article de Latour de 2020, là, de ce qui était loin d'être la fin du confinement, donc du 29 mars 2020, où, pour expliquer comment on pouvait passer aux attachements, Latour conseillait, je cite, de sortir de la production comme rapport unique au monde. Donc de ne pas... C'est ça l'arrachement, c'est tout concentré dans la capacité de se saisir de la terre et de la nature comme un ensemble de ressources à disposition de l'homme, à partir de laquelle on va produire. Et produire dans ce type de langage, c'est très souvent très proche de créer. Les deux mots, des fois, s'échangent, pour dire à quel point c'est l'homme qui compte dans cette histoire. Et pour faire saisir ce mouvement qu'il y avait de sortir de la production, et pourquoi passer à l'habitation? Parce que, disait Latour, empruntant une distinction d'ailleurs à Pierre Charbonnier, il distinguait entre la terre dont on vit et la terre où l'on vit. La terre dont on vit, c'est la terre de la production, et la terre où nous vivons, c'est cette terre de l'habitation, où Latour invitait ses lecteurs de l'article d'AOC à regarder les attachements, en expliquant un attachement, ce n'est pas un enracinement, c'est explorer nos réseaux de dépendance, explorer toutes les relations qui nous lient, du local à un global qu'on ne peut jamais isoler. Et il soulignait aussi que, et nous le savons tous, qu'il y a fort longtemps que cette séparation entre la terre dont on vit, où l'on produit, et la terre où l'on vit, c'est que, belle lurette, qu'on ne vit pas là où on produit. Et que, sans aller jusqu'au ridicule des cerises chiliennes à Noël, nous vivons de produits qui viennent de toutes les parties du monde. Et c'est pour ça que Latour a annoncé, il parlait de, je cite, l'obligation
de rabouter le monde dont on vit avec le monde où l'on vit. Ça, vous avez pu le montrer, ça, avec l'importance donnée au local, à essayer autant d'être... Bon, parce que je suis dans l'alimentation, d'être locavore, mais aussi peut-être à rapatrier les productions de paracétamol, dont on a appris pendant le Covid que c'était en Chine qu'on en faisait, ce qui est un peu bizarre. Que tout se concentre comme ça. Et donc, passer de la terre dont on vit à la terre où l'on vit, c'est passer de la production à l'habitation. C'est se placer dans une perspective d'habitabilité, j'y arrive, de la Terre, étant donné qu'une façon de résumer les effets de la crise climatique, c'est que la crise climatique, avec tout ce qui l'accompagne, met en péril l'habitabilité de la Terre. Et donc, ce que proposait dans un texte ultérieur Latour, c'était, je cite, de donner la priorité au maintien des conditions d'habitabilité de la planète et non pas au développement de la production. Non pas cette terre dont on vit et dont on s'abstrait de plus en plus, mais être attentif à la terre où l'on vit. Alors c'est là que j'en viens à une distinction que, m'a-t-on dit, tous les architectes connaissent, mais bon, vous verrez, c'est la distinction entre bâtir et habiter, qui s'appuie, un certain nombre le savent sans doute, sur un écrit de Heidegger, bâtir, habiter, penser, publié dans Essais et Conférences. Et je cite un bout de Heidegger. Je ne suis pas heideggerienne pour un sou, je vous expliquerai, mais j'accepte cette citation. C'est seulement quand nous pouvons habiter que nous pouvons bâtir. Donc, nous n'habitons pas là où nous avons bâti, nous bâtissons là où nous habitons. Qu'est-ce que ça veut dire ? Bâtir, c'est un acte technique, c'est un acte de productivité, c'est un acte de fabrication. Je crois qu'il a été question d'hylomorphisme. C'est typiquement l'imposition d'une forme à une matière, avec un souci d'efficacité technique, qui peut être retraduit dans la période actuelle d'attention écologique, environnementale, etc., comme un souci de ménager la quantité des matériaux, de ne pas trop dégager de gaz à effet de serre, etc. Mais on en reste à l'efficacité technique, à la mesure de l'efficacité technique, alors que distinguer entre bâtir et habiter, c'est justement ne pas s'en tenir à la seule efficacité technique. Et pour ça, je vais vous donner d'autres références qu'à Heidegger. Alors, la première, mais plus familière, elle n'est pas heideggerienne du tout. C'est celle, elle vous étonnera peut-être, de Montesquieu, de l'auteur de l'Esprit des lois, qui écrit « Les hommes, par leurs soins et par de bonnes lois, ont rendu la terre plus propre à être leur demeure. » Donc, ils ont rendu la terre habitable, non pas en bâtissant, non pas avec des gestes techniques, mais non pas en terraformant, comme on dit maintenant, vocabulaire de science-fiction rapatrié dans des discours non fictifs, mais des soins, donc un rapport attentif à... C'est toujours l'attachement. Il a été question de care. Vous savez que care peut se traduire par soin, donc on peut traduire soin par care. Et de bonnes lois, donc par des actes politiques. Donc là, dire qu'on ne bâtit que si on habite, c'est dire que cette habitation se prépare dans un rapport au milieu et dans une élaboration politique. Alors vous trouvez le même genre de référence chez quelqu'un encore différent, qui est Karl Polanyi, qui est cet économiste sociologue, auteur de La Grande Transformation, et qui dit pareil, la terre, c'est pas seulement un matériau,
hein. La terre, c'est des aménagements de longue durée, c'est notre milieu de vie, hein. Ce que nous appelons la terre, écrit Polanyi, est un élément de la nature qui est inextricablement entrelacé avec les institutions de l'homme, hein. Vous trouvez ce qui vous a été dit là sur les socio-écosystèmes, hein. Donc cet entrelacement entre un environnement qu'on dit naturel et des institutions humaines. Donc la relation des hommes à la terre est bien loin, hein, de se réduire à la seule fonction économique ou technique. Donc passer du bâtir à l'habiter, c'est ne pas en rester à la seule conception, par exemple, que le travail des architectes dans la situation, hein, la COP 30 est en train de démarrer à Belém, hein, dans une situation de nécessaire décarbonation, etc. On peut se dire, bon, il faut transition énergétique, hein. C'est se dire ça, et que donc il faut que l'architecture s'inscrive dans cette transition énergétique de substitution d'énergie renouvelable à des énergies fossiles. Non, il y a plus, hein. Il y a plus, donc c'est se dire, bon, c'est une transition écologique, pas seulement une transition énergétique. Et je dirais aussi que réinsérer le bâtir dans l'habiter, c'est avoir une autre conception de la fabrication technique, hein. Non plus l'hylomorphisme, hein, imposer une forme à une matière qui fait que les plans... Moi, j'ai été enseignante à Clermont-Ferrand et puis à Bordeaux, et dans les deux cas, on m'a raconté la même histoire. Je ne sais pas si elle est vraie, mais que dans les années 60, au moment de la paix en Algérie, quand on a rapatrié les architectes et les urbanistes français d'Algérie en France, ils sont revenus avec les plans d'une université à construire à Beaune. Et on me disait, quand j'étais à Clermont, que le plan de la fac des sciences, alors à Clermont, quand j'y étais dans les années 70, il faisait moins 15 l'hiver, hein. Et bien que c'était les plans de cette université qui auraient été faites à Beaune, ou enfin à l'actuel Annaba, qu'on avait repatrié dans le Puy-de-Dôme. On m'a dit des choses semblables à Bordeaux, mais c'est ça typiquement l'hylomorphisme, hein. C'est-à-dire on va imposer un plan à des matériaux, et puis on les pose toc toc là où il y a des crédits et de la place. Et bien, c'est de passer de cette idée que bâtir, c'est fabriquer, c'est imposer une forme à une matière, à ce qui a été dit à plusieurs reprises, hein, qui a été relevé cet après-midi, passer de la forme au processus, hein. C'est l'idée, alors que Raphaël, mon mari, et moi, nous avions posé dans la distinction en disant, il y a deux façons de faire, il y a fabriquer, et puis il y a ce qu'on avait appelé le pilotage, c'est-à-dire l'idée d'orienter les processus, c'est l'agriculture, c'est l'élevage, c'est la médecine, ça peut être l'architecture, hein, d'orienter les processus de façon à ce qu'ils nous soient favorables. Mais comme vous avez vu aussi dans ce qui a été dit, c'est aussi s'assurer que ces processus entretiendront ce qui a été fait. Donc c'est une toute autre conception de l'action technique. Alors, dans tout ce que je vous ai dit, donc vous voyez qu'on sort d'une vision purement par terre. Ah ouais, c'est ça. C'est ma montre, donc quand même, je ne voudrais pas trop dépasser. Sinon, donc, vous voyez à quel point passer de bâtir à l'habiter, c'est une transformation de la conception, mais pour l'instant, on reste entre humains, hein. Qu'on bâtisse ou qu'on habite, les hommes
comme dit Montesquieu, hein, par leurs soins et par de bonnes lois, ont rendu la terre plus propre à être leur demeure. Et c'est là qu'on reste un peu à Heidegger, parce que dans l'article de Heidegger que je citais, il dit « habiter le propre de l'homme ». Ben, on va voir que non. Hein. Et là, je vais faire une dernière, de ma deuxième partie, une dernière référence à une série de conférences qui a été organisée aussi par des architectes, hein, à partir d'Architecture Studio, et auquel Chris a participé. Hein, c'était en 23, c'était au dernier trimestre 23, ça s'appelait les Entretiens d'Eva. Et le deuxième, Chris et moi, on était dans le premier entretien, mais le deuxième avait pour titre, hein, alors le titre général des entretiens d'Eva, c'était « Une seule terre, que deviennent les projets d'habitat ». Vous voyez qu'on est là-dedans. Et la deuxième séance était intitulée « Le vivant dans les milieux habités ». Vous voyez que nous nous rapprochons de plus en plus du thème de ce colloque. Or, c'est Philippe Descola, le célèbre anthropologue, hein, l'auteur de Par-delà nature et culture, qui a défini ce dont on avait parlé dans cette séance, je le cite, « Habiter, a-t-il dit, n'est pas bâtir ». Vous voyez qu'il reprend la distinction heideggerienne, mais il la reprend totalement différemment. Habiter n'est pas bâtir, c'est cohabiter avec d'autres vivants au sein d'un même milieu. Et en disant ça, Descola faisait un double déplacement. D'une part, une ouverture sur la diversité culturelle, en anthropologue qu'il est, et vous savez qu'il a fait sa thèse chez les Achuar, hein, des Indiens Jivaro de l'Amazonie brésilienne. Et ce qui caractérise les Achuar, c'est que pour eux, ils n'ont pas un langage pour les humains et un langage pour la nature. C'est le même langage. Hein. Bon. Et disait-il, l'habiter dans d'autres cultures que la nôtre, d'autres cosmologies que la nôtre, l'habiter ne s'étudie pas dans des monuments, dans des artefacts humains, mais dans les traces repérables dans la végétation que détectent les écologues. C'est tout ce travail d'écologie historique qui s'est fait sur la forêt amazonienne pour montrer que c'était tout sauf une wilderness, hein, tout sauf une forêt sauvage où jamais l'homme n'a... Mais qu'au contraire, on repérait la présence humaine, en particulier le long des fleuves, hein, et que donc l'écologie historique retrouvait ces traces à la fois humaines et naturelles, bon, et qui n'avait pas, c'était pas une culture de l'arrachement, hein, c'était une culture de l'attachement. Et donc, c'est dans ces traces repérables dans la végétation que on peut étudier un habité qui est à la fois humain et autre qu'humain. Et a pris la suite de Philippe Descola dans ses entretiens d'Eva, l'historien environnemental Grégory Quesnay, qui est allé dans le même sens, tout historien qui soit, lui, de l'Europe, et en particulier de la France, depuis le XVIIIe siècle, hein, et un petit peu avant. Mais lui aussi, il proposait d'utiliser les méthodes de l'histoire naturelle pour étudier les vestiges du bâti. On découvre alors, je cite Grégory Quesnay, que ces éléments bâtis sont liés à un sol, liés à une géologie, à toute une processualité. Vous voyez comment le processus, parce qu'il nous inscrit dans le temps et parce qu'il n'est pas proprement humain, nous inscrit dans cette ouverture à la fois sur la diversité des cultures et sur la diversité des vivants. Hein, et le deuxième déplacement qu'opérait, le plus important finalement, qu'opérait Descola dans sa définition habiter, c'est cohabiter avec d'autres vivants au sein d'un même milieu, ben, ce sont des vivants qui habitent, hein, et je dirais habiter si peu le propre de l'homme qu'il n'y a que les humains pour mettre en danger les conditions d'habitabilité, non seulement les leurs, mais de tout le reste du vivant. Donc, on en arrive, et là aussi il en a été question, à Latour reprenait l'expression, mais c'est en fait un programme scientifique
qui se développe international. Alors, je ne sais pas si Trump a suspendu les crédits, mais en tout cas, les États-Unis y étaient engagés, de ce qu'on appelle la zone critique. Hein, de dire, au fond, quand je vous dis la Terre où nous vivons, c'est pas toute la Terre, hein, c'est une zone d'échange entre le biologique, le géochimique, le physique. En France, c'est Jérôme Gaillardet qui a écrit un livre passionnant là-dessus, et où il montre... Hein, alors, nous n'habitons pas une simple surface, nous habitons un processus, un mouvement en état transitoire, qui est toujours le résultat de l'interaction complexe des éléments, animés ou non animés. C'est pourquoi on sort du sol vivant, c'est pourquoi le processuel est finalement... Grégory Quesnay le proposait comme à la place du vivant. Ça pose problème de réduire la nature au vivant, hein, si on pense que ce sont des processus d'échange entre l'animé et le non animé, entre le géologique et le biologique. Donc, vous voyez que passer de l'arrachement à l'attachement en étudiant l'habiter, hein, comme une façon qui ne se réduit pas au bâtir, hein, qui peut partir à la recherche de traces végétales ou animales, c'est non seulement réintégrer les humains, disons, dans la nature, hein, là où la culture de l'arrachement était, plus on s'en sort, mieux c'est, hein, mais c'est surtout les décentrer. Hein. Parce qu'il ne suffit pas de dire les humains sont dans la nature, si on continue à les mettre au centre de la nature et à faire que tout tourne autour d'eux, en fait, on n'a pas beaucoup changé. Hein. Et c'était Chris qui, dans la première séance des entretiens d'Eva, avait cité cette formule de Gilles Clément, que je reprends parce que je la trouve très bonne. Hein. Ni au-dessus, ni au centre, mais dans et parmi. Hein. Autrement dit, hein, non seulement réintégrer l'humain, mais le décentrer. Et alors, c'est là que j'en viens. Bon, j'espère ne pas trop abuser de votre patience. J'en ai pour 10 minutes, ça va ? Donc, alors, j'en viens à ma troisième partie et à la symbiose. Alors, bon, en vous écoutant, j'avais mes propres références, hein, sur la symbiose, ne vous inquiétez pas. En écoutant les intervenants, bon, je crois qu'on a employé symbiose dans un double sens. D'une part, on a désigné, c'était le sens très large qu'a pris Frédéric Worms et puis qu'a pris Philippe Clergeau ce matin, qui est de dire on va appeler symbiose toute longue relation entre des existants de deux espèces différentes, et qui durent. Hein. Et puis, ça peut donner toutes sortes de relations. Et puis, et c'est quand même resté très présent, hein, l'idée que parmi toutes ces relations, la symbiose, hein, c'est celle qui est non seulement durable, mais qui est réciproquement profitable entre deux organismes vivants. Alors c'est là qu'avec symbiose arrive harmonie, unité intime, etc. Il y a eu explicitement, hein, ces deux sens. Et puis, il y a aussi la possibilité de dérives plus ou moins métaphoriques où on va généraliser, on va parler de symbiose entre l'homme et son environnement, entre les savoirs, donc où on va dire, bon, il y a symbiose là où il y a unité durable, hein, et plutôt profitable. Alors, bon, ça, j'y reviens pas parce que Frédéric l'avait montré, et je vous dis, j'ai l'impression que vous en avez été parfaitement conscient. Quand on parle d'hypothèse symbiotique, comme vous en avez parlé, on est nécessairement métaphorique, ne serait-ce que parce qu'on va isoler un certain type de relation et
au deuxième sens de symbiose, un peu l'ériger en modèle, donc passer du descriptif au normatif, ce qui nous fait passer ce qui nous fait sortir du descriptif pour aller vers le normatif. Métaphore, vous savez, ça veut dire transporter au-delà. Hein. Donc on se transporte au-delà. Et puis, bon, il y a cette capacité, dès qu'on entremêle des rapports sociaux et des rapports écologiques, je vous dis, il y a possibilité appelons ça contrebande ou parasite, on va voir. Hein. Alors justement, je voudrais en venir aux usages, pas forcément métaphoriques, mais un petit peu dérivés, et je vais en venir à la question du parasite, hein, sur lequel j'ai vivement, disons, protesté en début d'après-midi. Pourquoi ? Parce que, bon, qu'on prenne le sens large, hein, on parlera de symbiose là où il y a une relation durable entre deux organismes et proche entre deux organismes, qu'elle soit complètement déséquilibrée, à peu près équilibrée ou véritablement mutuelle. L'écologie, vous le savez aussi bien que moi, c'est une science des relations, hein, c'est la science des relations des êtres vivants avec leur milieu, et il n'y a pas que la symbiose, même au sens large, comme relation. Hein. Ce qui particularise ou ce qui spécifie la symbiose, même au sens large, c'est que c'est une relation entre deux espèces, hein, entre des individus de deux populations distinctes. Il y a des relations intraspécifiques, hein, d'abord, et puis, d'autre part, toutes les relations, même si, bon, la phrase qui résume l'enseignement écologique, c'est Montesquieu disait qu'il n'avait jamais fait d'écologie et qu'il n'avait pas idée de ce qu'était, mais il avait une formule qui convient bien, et il disait tout est extrêmement lié. Hein. C'est ça que nous apprend l'écologie, que tout est extrêmement lié, mais il y a quantité de façons de lier, et en particulier, c'est pas forcément une relation durable entre deux organismes qui sont un petit peu attachés, pour le meilleur et pour le pire, à eux. Il y a des relations beaucoup moins durables. Et donc, on peut faire d'autres classifications des relations, et je vais vous en donner une autre qui va me permettre d'introduire la prédation. Vous pouvez considérer, alors, toujours en restant aux relations interspécifiques entre espèces différentes. Vous pouvez distinguer trois types de relations. Excusez-moi. Vous pouvez distinguer trois types de relations. Des relations d'exploitation, ou complètement dissymétriques. Et là, vous allez mettre la prédation et le parasitisme. Vous pouvez prendre des relations qui mettent à égalité, mais dans ce qu'on peut appeler un jeu à qui perd gagne, c'est la compétition. Hein, celui qui arrive le premier, du coup l'autre, au mieux, il est deuxième. Bon. Donc on ne peut pas gagner à deux, et puis ce qu'on peut appeler des win-win, hein, des relations gagnant-gagnant, qui sont la symbiose au sens étroit, hein, ou mutualisme. Alors j'en viens à la question que je reprends, puisqu'elle a été introduite, qui est, est-ce que, je vous ai dit, on est passé de la culture de l'arrachement à la culture de l'attachement, mais cette culture de l'arrachement, elle continue toujours, mais nous en parlons, nous, gens de l'attachement, nous en parlons de façon dépréciative. Hein. Nous critiquons l'arrachement. Alors, est-ce que c'est adéquat, pertinent de dire, non pas nous sommes les conquérants de l'univers, hein, le Bacon, hein, l'empire de l'homme sur la nature est le plus bel de l'empire, de dire nous sommes des prédateurs. Et il y a une façon de formuler ça qui est très ancienne et qui a un succès terrible, qui est l'homme est un loup pour l'homme. Hein, c'est-à-dire les relations interhumaines, bon, c'est le loup. Hein, le loup
l'affreux mangeur de brebis, le loup, c'est une image de prédateur. Alors, c'est une image complètement fausse. Parce que, d'abord, quand les loups, ce qu'ils mangent, ce n'est pas les autres loups, c'est les brebis, comme je le disais, tout autre mammifère délicieux. Donc, quand on dit l'homme est un loup pour l'homme, on caractérise, ou pour dire, bon, quand on dit d'un violeur, c'est un prédateur, hein, ou quand on dit, bon, qu'on montre des conflits, on dit, ah, l'homme est un loup pour l'homme, on caractérise une relation interspécifique, une relation intraspécifique comme une relation extraspécifique. Donc déjà, ça ne marche plus. Hein. En plus, je dirais, et là, donc, je pourrais mettre l'extractivisme là-dedans, comme je vous disais, cette façon que nous avons de dire d'un violeur que c'est un prédateur, ce n'est pas de lui faire compliment, hein, ça c'est sûr. Bon. Mais c'est extrêmement ambigu, à mon avis. Parce que si vous prenez l'image du prédateur, alors on va dire le lion hein, plutôt que le loup, c'est une image positive finalement. Le lion, c'est le roi des animaux. Hein. Donc se comparer à des prédateurs, c'est à la fois dire, bon, la violence chez les hommes, c'est pas les hommes, hein, c'est l'animalité en eux, là, cette chose dont il faut se débarrasser. Donc c'est une façon, en naturalisant la violence, de la dire non humaine, bon, de ne pas en prendre la responsabilité finalement. Et puis, d'autre part, c'est une façon de continuer à se placer au sommet de l'échelle. La vraie subversion, c'est ce que raconte, alors je ne sais pas si vous connaissez l'histoire, sinon je vais la résumer très vite, qui est celle de Val Plumwood, hein, la philosophe australienne, je vois quelqu'un qui dit oui, oui, philosophe australienne, écologiste, féministe, écoféministe, et à qui, grande marcheuse, hein, je peux vous dire, je l'ai rencontrée, j'avais du mal à la suivre. Il y a un certain temps. Grande marcheuse et qui, elle est australienne, hein, donc se trouvant dans un parc naturel immense, hein, australien, avec des cours d'eau, s'est fait attraper par un crocodile. Alors, je ne sais pas si vous savez comment les crocodiles, elle l'a appris, comment les crocodiles tuent leur proie, en les soumettant à ce qu'en anglais on appelle le death roll, hein, en retournant la proie pour lui mettre la tête au sol de façon à l'étouffer, à pouvoir le manger. Et donc, Val Plumwood, attrapé par le crocodile, pendant 3 fois de suite, hein, il l'a retourné. Bon, elle a fini par s'en tirer avec un bout de jambe en moins, mais bon, un bout de mollet en moins, mais elle s'en est tirée et elle raconte, elle a écrit un récit qui s'appelle Dans l'œil du crocodile, hein, qui a été traduit en français, dont je vous recommande la lecture, parce qu'elle dit, mais quand ça m'est arrivé, mais je me suis dit, ben non, c'est pas possible, je peux pas mourir comme ça. C'est pas les crocodiles qui mangent les humains, c'est les humains qui mangent les crocodiles. Hein. Et donc, la vraie expérience, la vraie expérience qui vous fait sentir que vous êtes un animal comme un autre, c'est pas quand vous êtes prédateur, c'est quand vous êtes proie. Hein. Et c'est là que, on sort de ces comparaisons métaphores inadéquates et parfaitement critiquables. Et c'est pourquoi, plutôt que de dire les humains sont les prédateurs du monde, ce que je vous dis, l'image, c'est une image, et elle est inadéquate, à mon avis, j'ai essayé de vous dire pourquoi. Je crois qu'il vaut beaucoup, effectivement, dire ce sont des parasites, c'est-à-dire en matière de parasitage, c'est eux le petit dans le grand, hein, même nombreux que sont les humains, la Terre est quand même plus vaste. Et donc, de ce point de vue-là, un symbiote ou l'autre, ben, la Terre et l'autre, et les humains sont les symbiotes. Et donc, si on veut bien marquer qu'on a quitté la culture de l'arrachement pour passer à la culture de l'attachement, ben, à ce moment-là,
c'est la question c'est définir, et on peut le faire de façon beaucoup plus adéquate, les humains comme des parasites. Et c'est ça, alors le deuxième livre de Michel Serres, qu'a cité Frédéric Worms dans sa présentation, dans sa conférence d'ouverture, qui est le parasite, hein, où Michel Serres décline, alors c'est un champion de la métaphore contrôlée, et bon, donc il décline la métaphore du parasite dans des tas de formes, mais à un moment, assez au début du texte, hein, c'est page 54-55, il compare le producteur, l'arrachement, et le parasite, hein, donc le producteur prédateur, et le parasite, et il montre, je résume, je vous dis la conclusion du paragraphe, le parasite bat toujours le producteur. Hein, ce que montre Serres dans le parasite, c'est que si les hommes sont devenus les maîtres du monde, c'est pas comme producteur, c'est pas comme prédateur, c'est une image assez fausse, hein, le lion roi des animaux. C'est peut-être les moustiques les rois des animaux. Hein. C'est pas comme producteur-prédateur, c'est comme parasite. Hein. Qu'est-ce que je voulais vous citer? Oui. Le parasite bat toujours le producteur, et cette maîtrise les met au bord, dit Serres, ce que nous savons tous, hein, au bord de la disparition. Alors, j'arrive à la fin, hein, excusez-moi, j'ai abusé de votre temps et de votre patience, mais j'arrive à la fin. Donc, c'est dans ce contexte qu'on peut introduire la symbiose telle que vous avez tout à fait normalement, vous en avez fait un usage étendu, hein, aux humains, parce que les rapports entre les humains ne sont pas réductibles à d'autres rapports entre d'autres animaux. Alors, je dirais simplement sur deux choses. D'une part, bon, ce que Latour dit dans la... Je ne sais plus lequel c'est, ça doit être... où suis-je? Ouais, voilà. Où il dit, bon, s'il y a de la symbiose, ça aussi dans les idées fausses, hein, de l'arrachement, nous ne sommes jamais autonomes. C'est pour ça la morale kantienne, elle ne tient pas, parce qu'elle tient sur une image d'autonomie, hein, on se donnerait à soi-même sa propre loi. Il a été question du care, et Chris a dit, je m'étais occupé des questions de care. Ben, les questions de care ont justement montré, ben, au niveau matériel, hein, le PDG complètement maître de lui comme l'univers, hein, comme de l'univers, comme disait Corneille. Oui, bah, il lui faut quelqu'un qui lui ait donné à manger le matin, qui ait préparé ses affaires, qui l'attendra, une secrétaire au bureau qui lui fera un café en arrivant. Il n'y a pas d'autonomie. Et c'est pourquoi la moralité, ce n'est pas une question de « j'affirme ma loi ». La moralité, elle est dans les relations. Hein. S'il y a une image positive de la relation, c'est l'amour maternel, c'est une relation. Hein. Ce n'est pas... l'affirmation autonome de soi. Donc, ben, ce qui est vrai au niveau moral est vrai au niveau de notre existence de vivant. Alors, ce que dans un des termes plus savants, Latour disait, bon, qu'il empruntait à l'écologie, à la biologie, nous sommes des holobiontes, hein, ou des hétérotrophes. Hein, nous ne vivons pas de nous-mêmes, nous ne sommes pas autotrophes, hein, nous sommes hétérotrophes, nous sommes pris dans ce grand réseau, hein, ce que je vous ai dit, tout est extrêmement lié. Donc de ce point de vue-là, il y a nécessairement de la symbiose. On ne peut pas y échapper. Bon, le problème, et vous l'avez bien montré, c'est de ne pas verser côté parasitage, mais de verser côté symbiose positive. Et en se rappelant, hein, là où, alors là, je me trouverai en plein accord avec Frédéric, que
on ne vit pas dans un monde d'harmonie complète. Hein. On a fait référence, Frédéric avait fait référence dans sa conférence introductive au darwinisme social, au struggle for life. Hein. Et puis, il a été fait référence cet après-midi à Kropotkin. Hein. Comme disait Stephen Jay Gould dans un article, Kropotkin was no crackpot. Hein. C'était pas un idiot. Quand il a mis l'accent sur l'entraide, il avait raison. Hein. Donc, la nature, elle est neutre. Hein. Elle est à la fois, ça tue beaucoup. Hein. On mange où on est mangé. Il y a les crocodiles. Hein. Quand Plumwood a réussi à s'en tirer et qu'elle a fini par trouver des gardes du parc national, ils l'ont soigné, envoyé à l'hôpital, et puis ils lui ont dit on va aller tuer quelques crocodiles, ça leur apprendra. Et elle leur a dit mais non, ils font leur boulot de crocodile, on n'est plus rien. Hein, bon. Donc il y a tout ça, et donc à ce moment-là, et je terminerai là-dessus, le problème, et je retrouve ce que disait Frédéric, et ce que vous avez dit aussi, c'est s'ouvrir vers les rapports interhumains avec ce que ça a de conflictuel. C'est pas propre aux hommes. Hein. Je vous ai pas dit l'homme n'est pas un loup pour l'homme parce que les animaux ils s'aiment tous, non, ils se mangent les uns les autres. Non, mais il y a des conflits proprement humains. On est quand même assez doué hein, pour introduire du conflit en plus des raisons naturelles qu'il peut y en avoir. Et puis, donc la question du politique, et je crois que c'est vraiment très très bien que vous ayez invité les soulèvements de la Terre, parce qu'on a vu la réalité des luttes, et vous avez montré par votre accueil à quel point ça faisait partie de votre monde. Et puis, finalement, ce dont il a été assez peu question, et je terminerai comme ça sur un point d'interrogation, sur la question de la justice. C'est uniquement par une question à la conférence de Philippe Clergeau que quelqu'un a soulevé la question des inégalités environnementales, qui est quand même la forme d'injustice sur les questions écologiques. C'est-à-dire, on a beaucoup dit, hein, nous humains tous, la collectivité, oui, mais tout le monde est soumis au changement climatique. Il y en a qui en souffrent beaucoup plus que les autres. Et ceux qui en souffrent, c'est les plus vulnérables, hein, les moins résilients, c'est-à-dire les plus défavorisés pour des raisons qui peuvent être économiques, qui peuvent être ethniques. Bon. Et donc, cette question de justice et l'idée qu'on a parfois donnée pour la justice écologique, en particulier pour la justice climatique, eh bien, en essayant d'améliorer la situation écologique, n'introduisez pas des inégalités supplémentaires, s'il vous plaît. Et je terminerai là-dessus. Merci beaucoup, Catherine. Merci. Et donc, on ne va pas prolonger trop longtemps, mais quand même, je pense, peut-être est-ce que quelqu'un veut dire quelque chose, une ou deux questions, une ou deux commentaires, une ou deux réactions. Voilà. C'était très clair. On a compris que c'est pas la même chose d'être prédateur et parasite. Et ouais, mais c'est vrai qu'on n'a pas eu l'occasion, finalement, dans ces 2 jours, de marquer cette grande distance, mais aussi toute la responsabilité autour de la justice environnementale. Mais, bien entendu, qui souhaiterait dire quelque chose oui. Chacun pourrait se présenter rapidement. OK. David van der Burg, professeur d'architecture à l'Université de Louvain et architecte, incidemment. Juste, merci beaucoup pour cette belle conférence et pour ce rappel. Une chose que je me rappelle souvent, c'est que
quand même, il y a une trentaine, quarantaine d'années, on pensait avoir un peu décidé ce qui était du bon sens, etc. Et on voit des choses qui vont assez gaiement dans le mauvais sens, et on se demande toujours pourquoi. Enfin bref, mais c'est éternelle question qu'on peut se poser. Comme souvent, quand j'écoute une conférence en français, je me balade dans les possibles traductions en anglais, parce que je suis anglophone à la base. Et juste une petite suggestion, un truc qui marche bien, pour une fois, en anglais. Vivre de versus vivre sur. Live off versus live on. C'est assez joli dans le sens où live off, c'est ce que font mes filles. Elles live off me parce qu'elles sont adultes et elles me parasitent gentiment et avec beaucoup d'amour, mais voilà. Live off. Et puis cette idée aussi d'être détaché de la chose dont on vit. Ça, c'est pas le cas de mes filles, et j'arrête la comparaison là, mais live off versus live on, c'est une suggestion, et c'est porteur pour moi de sens, du coup, dans les deux langues, de manière parallèle. Merci. Merci de la suggestion, je la note. D'autres commentaires, d'autres réactions? Alors, je vais peut-être ajouter un tout petit point que je voulais dire, et puis, bon, que vous partiez avec des questions dans la tête. Il y a eu un thème qui a été aussi introduit par Frédéric Worms, et qui a couru, mais qui n'a jamais été pris pour tel, c'est l'esthétique. Hein. Il est apparu à plusieurs reprises que la symbiose au sens positif, ça ne pouvait pas être laid. Mais ceci dit, ça mériterait d'être discuté. Parce que laid pour qui, beau pour qui, comment... Oui. Merci pour cette nouvelle piste. Je veux bien prendre un nouveau risque de vocabulaire. Il y a quelques années, dans le cadre de ma thèse avec mon autre co-encadrante qui était Martine Bouchier, j'avais avancé l'idée d'éco-esthétique en miroir à l'idée d'éco-logique. Et bon, voilà, j'aimerais vous la soumettre. Oui, alors, vous savez, vous savez pas, que de même qu'il y a une éthique environnementale qui a posé la question de la dimension morale des rapports aux autres qu'humains, donc qui est sortie de l'évidence préexistante et encore très importante qu'il n'y a de moralité qu'entre les humains, à dire non, il y a une dimension morale dans le rapport à la nature, il y a une dimension morale dans le rapport aux animaux, etc. Il y a une éthique environnementale, une esthétique environnementale, excusez-moi, qui a posé la question du beau naturel. C'est-à-dire, Callicott, qui est un des pères de l'éthique environnementale, mais qui a aussi réfléchi sur les questions d'esthétique environnementale, a une jolie image pour dire ça. Il dit, dans notre esthétique, et esthétique, ça vient de jugement d'essence, hein, que la nature, comme la lune, lui, d'une lumière empruntée. Hein, comme si nous ne pouvions trouver beau une nature que celle que nous avons nous-mêmes éclairée. Hein, bon. Et donc la question d'une esthétique environnementale, c'est de dire la nature, elle est belle sans nous, quoi. Bon. Et à partir de là, ça pose toute une série de questions. Mais quand j'écoutais ce matin le premier intervenant, à plusieurs reprises, j'ai failli lui dire, mais c'est du land art ce que vous faites. Hein. Ce qu'on appelle le land art, c'est-à-dire cette façon d'aller, de sortir de l'atelier, et même
même pas simplement de sortir le chevalet pour le mettre dans la nature, mais d'aller se promener dans la nature et de faire, c'est de l'ordre de la performance à ce moment-là, de dire ben, la nature, le beau il est toujours là, hein. On est là pour le montrer, mais on ne va pas le créer, hein. Donc voilà. Est-ce qu'il y a encore une autre réaction? Maintenant, oui. C'est la dernière. Moi, je voulais revenir sur la phrase que vous avez prononcée, donc se sentir proie plus que se sentir prédateur, qui est un renversement de pensée. Et pour moi, ça m'évoque aussi le fait de reconsidérer le sentiment de peur ou d'inquiétude. Et qu'est-ce que ça évoque pour vous dans le champ de la recherche et de l'investigation scientifique, cette forme peut-être d'inquiétude vis-à-vis du doute, de l'incertitude, inquiétude, incertitude? C'est énorme, hein. Donc je vais répondre rapidement, puis je vous dis, ils n'en peuvent plus, Désolé. les pauvres, tout non plus. Il y a deux dimensions. Il y a la question de la peur de la nature. Et il y a quelqu'un dont on ne parle plus beaucoup, mais qui a été un des premiers à introduire les questions d'environnement, qui était quelqu'un du muséum, qui était François Terrasson. Et François Terrasson, l'idée, c'était que nous étions tellement coupés de la nature que nous en avions peur. Hein. Et ce qu'il faisait avec ses étudiants, il allait les perdre alors il allait dans les Pyrénées. Il allait les perdre dans la montagne, hein, sans rien, et puis débrouillez-vous. Et c'était pour leur apprendre la peur. Alors, il y en avait quand même un certain nombre qui, pas très longtemps après, arrivaient, tout irait, eux, ils n'avaient pas de problème. Mais en général, là, apparemment, pour les étudiants et étudiantes, il y a ça. Alors, la question de la peur au niveau de la recherche, je crois là aussi, c'est vraiment un changement de perspective. Hein. C'est-à-dire, quand vous lisez Bacon, il y a une énorme arrogance. Et de cette énorme arrogance, ouais, je me souviens toujours au moment du Covid, il y a eu un article dans Le Monde d'un professeur au Collège de France, pas du tout Philippe Descola, et dont je ne citerai pas le nom, qui a dit, qui parlait des merveilleux succès de la médecine. On était en train de crever, de ne pas arrêter de crever à cause d'une maladie, de quelque chose qui avait été totalement annoncé, mais que par arrogance, on n'avait absolument pas pris en compte. Hein. Et ben non, on était sûr que ça y est, on en viendra à bout. Hein. Et je crois qu'à partir de là, il y a un certain nombre de scientifiques ou d'épistémologues qui l'ont montré. Il y a là aussi une autre culture, qui est la culture de l'attention, A de T, bon, qui est être ouvert, hein, comme dit Edgar Morin, il faut s'attendre à l'imprévisible. Donc il faut être ouvert au monde, à ce qui nous apprend, et il faut qu'on perde notre arrogance. Alors je crois qu'il y a une forme, et moi je me souviens, c'était quelqu'un au comité d'éthique de l'INRA, qui ne s'appelait pas encore INRAE, et il y avait dans les membres du comité d'éthique, il y avait un physicien qui était très pour l'éthique de la science, etc. Mais j'avais proposé, dans cette idée de la culture de l'attention, de parler d'humilité. Et il était furieux. Il trouvait que ce n'était pas à la hauteur de la dignité du scientifique. Donc je pense qu'il y a vraiment quelque chose là. J'ai travaillé en début d'année sur l'éthique de la recherche. Et qu'est-ce que la question de l'environnement fait à l'éthique de la recherche? Et j'ai travaillé à partir de là sur des avis de comités d'éthique, alors CNRS et INRA. Et
quand ils prennent... Alors, il y a, si vous voulez, il y a une éthique de la recherche, qui est une éthique de la responsabilité, enfin, il y a un certain nombre d'intégrité. Enfin, le nom de l'éthique de la recherche, en général, c'est le mot qui résume, la vertu qui résume, c'est intégrité. Et quand on se met à parler d'environnement, il arrive autre chose, qui est l'humilité. Et c'est pas facile à définir, l'humilité. Mais ça me paraît... Alors, je ne sais pas si je réponds à votre question sur la peur, peut-être que vous pointiez vers autre chose, c'est très possible, mais moi, c'est à ça que je pense ne pas s'enfoncer dans son arrogance et développer l'humilité. Merci beaucoup, merci vraiment Catherine, parce que bon, d'abord tout le monde est resté, ça s'est même rempli, alors que c'est vrai que c'est vendredi soir. Ouais. Je crois qu'on restera marqué par vraiment ce travail autour de, ben voilà, dans la symbiose. On arrive à la question du parasite, on en a entendu parler depuis le début, mais là, d'un seul coup, on est entre parasite et proie, et d'un seul coup, la proie, elle est vulnérable. La vulnérabilité, l'humilité, c'est-à-dire finalement, est-ce qu'on va trouver un nouveau contrat à partir de cette vulnérabilité? Enfin, il y a quelque chose là qui est très 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 fort parce qu'il y a la peur aussi, il y a tout ça qui, d'un seul coup, il y a toutes ces autres émotions qui entrent en ligne de compte. Et je pense que c'est, enfin, merci infiniment de nous amener finalement à retravailler toute cette dimension qui est vraiment avec cette espèce de grande préoccupation qui nous habite beaucoup quand on a lancé quand même aussi cette recherche commune, c'est cette question du prendre soin en fait. Comment est-ce qu'on va faire en architecture pour prendre soin, c'est-à-dire non seulement pour penser et agir, et donc quelque part l'attention évidemment. Et je crois que c'est vrai que dans ces 2 jours, on a quand même vu tous ces efforts, tous ces essais autour d'essayer d'être attentif à ce qui est déjà là. Et voilà, en tout cas, merci infiniment à Catherine d'abord, à tous ceux qui sont là, qui ont soutenu cette présence, à la Cité de l'Architecture qui nous a accueillis de façon merveilleuse. Et on en reste encore... on a été énormément portés par cet accueil, ça nous a vraiment beaucoup aidés. Donc merci infiniment. Et puis la suite au prochain numéro. On va faire un livre, on ne sait pas comment, on n'a pas tout l'argent encore, mais on sait qu'on va le faire. Et on sait qu'on a Catherine avec nous, donc ça va nous aider. Au revoir, à bientôt.